L'histoire de la psychanalyse, ce n'est pas du tout ce qu'on pourrait croire. Oubliez l'image d'un récit scientifique, bien sage, bien ordonné. Non, ce qu'on va explorer ensemble, c'est l'histoire d'une guerre. Une véritable guerre, à la fois intellectuelle et personnelle, menée par un homme pour imposer et protéger sa création. On est en 1914. Quand Sigmund Freud décide de raconter l'histoire de sa propre théorie, il ne le fait pas pour la postérité, pas du tout. Ce qu'il écrit, c'est un véritable plan de bataille, un texte de combat, comme on l'a appelé. Son objectif? Écraser une rébellion qui menace de détruire l'œuvre de toute sa vie. Et cette rébellion, elle vient de l'intérieur même du mouvement. Et il ouvre son texte avec cette phrase, d'une simplicité, mais d'une force incroyable. Ce n'est pas juste une affirmation, c'est une déclaration de propriété. Freud ne dit pas seulement qu'il a eu l'idée, il dit que cette idée, la psychanalyse, lui appartient. Et que lui seul peut en définir les règles et les frontières. Mais alors, la grande question, c'est pourquoi? Pourquoi ce besoin de contrôle absolu? Pourquoi défendre une théorie avec la férocité d'un père qui protège son enfant? C'est ce qu'on va voir. Parce que cette histoire, c'est bien plus qu'une simple découverte scientifique. C'est en fait une croisade pour le contrôle d'une idée. Pour bien comprendre l'enjeu de cette bataille, il faut faire un petit retour en arrière, aux origines, à ce moment où la psychanalyse n'était encore qu'une toute petite idée, fragile, partagée entre deux hommes. Parce que tout début, Freud n'était pas seul. Il y avait son mentor, son aîné, Joseph Breuer. Ensemble, ils exploraient une méthode assez radicale pour l'époque. L'idée que les symptômes très étranges de l'hystérie pouvaient être guéris simplement en parlant, en faisant remonter à la surface des souvenirs douloureux. Mais c'est précisément là que leur chemin commence à se séparer. Breuer, lui, il utilisait l'hypnose. Mais Freud s'en méfie, il trouve ça trop directif. Alors il invente quelque chose de complètement nouveau, l'association libre. L'idée géniale de laisser le patient parler sans aucun filtre, juste pour voir où son esprit va le mener. Et ça, c'est le premier acte fondateur de la psychanalyse. Et la rupture finale, eh bien, elle viendra d'un désaccord sur un point qui va devenir absolument central, la sexualité. Confronté à l'attachement amoureux, passionné d'une patiente, Breuer panique complètement et arrête tout. Mais là où Breuer voit un problème, Freud, lui, a une révélation. Il comprend que ce lien intense, qu'il appellera plus tard le transfert, ce n'est pas un obstacle, c'est le moteur même de la cure. Maintenant seul, Freud forge le concept qui va absolument tout changer, le refoulement. L'idée, ce n'est pas qu'on oublie passivement les choses. Non, c'est une force active, une sorte de barrage à l'intérieur de nous qui nous empêche d'accéder à nos désirs les plus inavouables. Pour Freud, tout le travail de l'analyse, c'est de lutter contre cette force. C'est, comme il le dira lui-même, le pilier sur lequel repose tout l'édifice de la psychanalyse. Cette rupture avec Breuer, elle marque le début d'une longue, très longue traversée du désert pour Freud. Il est maintenant littéralement seul contre le monde. Imaginez un peu, pendant 10 ans, une décennie entière, Freud est le seul être humain sur la planète à pratiquer et à penser la psychanalyse. C'est dans cette solitude la plus totale qu'il va poser toutes les fondations de sa théorie. Et plus tard, Freud qualifiera cette période d'époque héroïque. Il parle d'une splendide isolation. Coupé de tout, sans personne pour le contredire, il est totalement libre de suivre ses intuitions jusqu'au bout, de construire son univers théorique, pierre par pierre. Mais quand il sort enfin de son isolement pour présenter ses découvertes, et surtout sur le rôle central de la sexualité, la réaction de ses collègues à Vienne, c'est un mur de glace. Un rejet total. Et cet ostracisme, ça le conforte dans une idée. Il a mis le doigt sur une vérité qui dérange. Une vérité que le monde n'est tout simplement pas prêt à accepter. Mais bon, une idée ne peut pas rester isolée éternellement. La flamme que Freud a allumée va finalement se propager et transformer son petit cabinet viennois en l'épicentre d'un mouvement mondial. Et puis, d'un coup, tout s'accélère. Ce qui a commencé en 1902 comme un petit groupe de médecins qui se réunissaient chez lui devient en l'espace de quelques années une force internationale. Une alliance avec la Grande École de Zurich en 1907, un premier congrès mondial en 1908 et la fondation d'une association internationale en 1910. Ça y est, la psychanalyse n'est plus juste la chose de Freud, c'est devenu un mouvement. Et au cœur de cette expansion, il y a un homme, Carl Jung, un brillant psychiatre suisse. Pour Freud, Jung, c'est l'héritier parfait. Il n'est pas viennois, il n'est pas juif, il est la clé pour que la psychanalyse échappe à son image de science juive et parte à la conquête du monde. Freud le voit vraiment comme son fils spirituel, son prince héritier. Mais au moment même de son plus grand triomphe, le mouvement est sur le point de se fracturer. La menace ne vient plus de l'extérieur, non. Elle vient de ses plus proches disciples. Une véritable guerre civile se prépare, et c'est pour la gagner que Freud prend la plume. Ce texte de 1914,
C'est un rappel à l'ordre. C'est une attaque en règle contre deux dissidents, Alfred Adler et surtout Carl Jung. La rupture avec Adler, c'est une dispute. La rupture avec Jung, c'est un parricide symbolique. C'est une trahison que Freud ne pardonnera absolument jamais. Le désaccord, au fond, il tient en un mot, la libido. Pour Freud, c'est simple, c'est l'énergie sexuelle, le moteur de tous nos conflits psychiques. Point. Pour Jung, c'est une énergie psychique plus générale, moins sulfureuse. Pour Freud, édulcorer ce concept de libido, c'est renier le cœur de sa découverte. C'est une lâcheté intellectuelle. L'accusation de Freud est terrible. Il reproche à Jung de transformer la psychanalyse en un vague système éthico-religieux. En d'autres termes, de la rendre plus acceptable, plus mystique, en la vidant de ce qu'elle a de plus scientifique et surtout de plus dérangeant. Pour lui, c'est un retour en arrière, une trahison pure et simple de la vérité de l'inconscient. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, ce drame intellectuel est aussi un drame personnel, profondément humain. Comme le dit l'analyste J.B. Pontalis, ce qui liait les deux hommes, c'était de la passion à coup sûr. Leur correspondance, on dirait celle de deux amants intellectuels. C'est plein d'admiration, de rivalité. La rupture ne pouvait être que dévastatrice. Alors, face à toutes ces tempêtes, à ces trahisons, est-ce que la psychanalyse a sombré? Eh bien, c'est tout l'enjeu de la conclusion que Freud choisit pour son texte. Pour conclure son texte de combat, Freud ne choisit pas une citation scientifique. Non, il choisit une devise, celle de la ville de Paris. Fluctuat nec mergitor, il est battu par les flots, mais ne sombre pas. Le message est limpide, vous pouvez l'acaquer de l'extérieur, la trahir de l'intérieur, mais ma création, la psychanalyse, elle survivra à toutes les tempêtes. Toute cette histoire des origines a laissé une marque indélébile, c'est certain. Et elle nous laisse avec une question un peu troublante. Un mouvement qui est né d'une bataille aussi féroce pour sa pureté et son contrôle, peut-il jamais vraiment trouver la paix? Ou est-ce que cette culture du conflit, inscrite dans son ADN dès le départ, continue de hanter la psychanalyse jusqu'à aujourd'hui?